La saveur métallique du café d'hier persistait sur la langue d'Adèle, un rituel épuisant à la fin d'une garde harassante. 2 heures. 2 petites heures seulement la séparaient du calme silencieux de son appartement solitaire, un refuge contre les gémissements incessants de la ville. Solange, son infirmière invariablement joyeuse, fredonnait une mélodie décousue, tandis que Gabin, le chauffeur imposant, sirotait pensivement sa tasse, fixant la fenêtre battue par la pluie. Soudain, le hurlement strident du bloc de dispatching déchira la fragile quiétude. Raptor 6, déploiement urgent, sur une grande artère, au numéro 23, Gala Asteria, un invité en détresse sévère, anaphylaxie suspectée. La voix, aussi tranchante qu'un scalpel de chirurgien, perça le silence. Les jointures d'Adèle blanchirent alors qu'elle serrait la tasse en céramique. « Maudit !» murmura-t-elle, un souffle de rage contenu. Encore une cage dorée débordant d'excès et d'indulgence imprudente. Toujours la même chose, bagarre, coups de couteau ou pire, causés par un hédonisme débridé. Son trouble intérieur ne dura qu'un instant fugace. Le devoir, une main froide et implacable, la poussa en avant. « En avant !» ordonna-t-elle, sa voix coupant la persistante odeur de café. Le véhicule, une sentinelle blanche étincelante, fendit l'obscurité veloutée, s'arrêtant à côté d'une flottille de géants d'obsidienne, des voitures de luxe ronronnant comme des bêtes en cage. Un portier en livrée, immobile comme une gargouille de granit, flanquait l'entrée dorée du Gala Asteria. Son regard, teinté d'un étrange mélange de déférence et de peur, glissa sur l'uniforme d'Adèle. Il leur fit signe d'entrer, mais auparavant, sa voix s'abaissa en un murmure conspirateur. « Prenez note, docteur, c'est le domaine d'Armand Laforge, le mariage de sa fille, rien de moins. Un titan de notre industrie. Marchez prudemment, son tempérament est une tempête, et même moi, un homme d'acier, je tremble devant lui. » Gabin se contenta d'un geste de la main dédaigneux. « Tempérament? Trouble? Monsieur, notre métier est un tourbillon incessant. Nous nous épanouissons dans l'imprévu. » L'air, à l'intérieur du grand salon de bal, était épais de parfums capiteux et d'une cacophonie vertigineuse de milliers de voix festives. Les notes de basse pulsantes des enceintes monstrueuses du DJ vibraient à travers le sol. Le champagne coulait comme de l'or liquide, les rires résonnaient sous les plafonds ornés. Mais, dans une niche calme et ombragée, une scène d'horreur silencieuse se déroulait. Un homme, grotesqueusement affalé sur 3 chaises improvisées, suffoquait, chaque respiration rauque étant une supplication désespérée et sifflante. Ses yeux exorbités fixaient sans but le vide luxueux. Une langue grotesque, enflée, pendait de ses lèvres cyanosées. Sa peau, autrefois vivante, scintillait maintenant d'une teinte alarmante, bleutée et pourpre. L'esprit d'Adèle, vif et froid comme une lame hivernale, comprit instantanément la terrible vérité. Choc anaphylactique. Une attaque silencieuse et toxique, probablement déclenchée par une seule gorgée ou bouchée inoffensive. Faites de la place, tout de suite, de l'air, donnez-lui de l'air. La voix d'Adèle, comme un claquement de fouet, perça le murmure sidéré. Des mains habituées à l'urgence arrachèrent la cravate suffocante du patient, déboutonnèrent son col avec une efficacité impitoyable. Solange, ses mouvements un flou de grâce polie, prépara les ampoules, une symphonie de verres et d'injections rapides. Une poussée froide d'adrénaline puis une autre perça les veines de l'homme. L'odeur âcre et corrosive des sels sous son nez, un choc chimique pour le système. En un instant, l'enflure grotesque autour de sa gorge se résorba, les halètements rauques se transformant en une respiration saccadée, puis rythmée. La teinte bleue fantomatique se retira lentement, miraculeusement, remplacée par une pâle couleur faible et maladive. Une toux étouffée, puis un soupir faible et reconnaissant s'échappèrent des lèvres de l'homme. Je jure devant le ciel, je croyais que c'était mon dernier souffle, sauvé par miracle. Quelle maladie d'enfer était-ce? Jamais de ma vie. Adèle le fixa d'un regard aussi tranchant qu'un scalpel. Cataclysme allergique, monsieur, probablement dû à l'alcool. Abstenez-vous de toute substance enivrante pour le reste de la soirée. Négligez ce conseil et la prochaine crise pourrait vous coûter la vie. On ne plaisante pas avec la mort.
Une silhouette imposante émergea de la foule, dont la présence irradiait une puissance pure. Armand Laforge, l'architecte de cette célébration somptueuse, s'approcha, ses yeux étincelants d'un éclat prédateur. Il tendit la main, non pas avec une chaleur sincère, mais avec une épaisse liasse de gros billets, exhibant ostensiblement son influence illimitée, sa générosité grandiose. « Votre générosité est déplacée, monsieur, » dit Adèle, sa voix plate comme une table stérile. « Notre récompense se mesure en vie sauvée, pas en monnaie. » Son regard, glissant au-delà du spectacle luxueux, s'accrocha à une silhouette près de l'autel. Un frisson, glacé et indésirable, la parcourut comme un coup de poing dans l'estomac. Le monde s'inclina. Aurélien, le nom, un murmure fantomatique d'un passé oublié, se forma sur ses lèvres. Ce n'est pas possible. La ligne de la mâchoire, la masse indisciplinée de cheveux noirs, l'inclinaison arrogante de la tête, un écho étrange d'une vie qu'elle avait depuis longtemps enterrée. Des décennies avaient effacé les angles vifs de la mémoire, mais il se tenait ici, vivant et insupportablement beau, prêt à entrelacer son destin avec l'héritière de la richesse, la seule audace de cela. Poussée par une vague inexplicable d'espoir désespéré, Adèle s'approcha, un sourire fantomatique collé au visage. « Aurélien, félicitations, vous scellez une alliance puissante. » L'homme se tourna, ses yeux, des abîmes d'indifférence froide, rencontrèrent son regard. Aucune étincelle de reconnaissance, aucun signe d'histoire partagée. « Vous faites erreur, madame, déclara-t-il, sa voix un baryton lisse et inconnu. « Je suis Lysandre, et nos chemins ne se sont jamais croisés auparavant. Néanmoins, vos félicitations sont appréciées. » Un choc électrique traversa Adèle. Apprécié, le mot avait le goût de la cendre, cette négation effrontée, l'audace pure, leurs histoires entrelacées, leurs serments fervents, réduits à une illusion fantomatique. Sa rage, une braise couvant lentement, s'enflamma en un feu déchaîné. Cette mascarade est absurde, Aurélien. Comment osez-vous prétendre l'ignorance? Vous me connaissez. Pourquoi ce mensonge éhonté? Est-ce le poids de votre nouveau statut ou peut-être l'ombre de votre formidable beau-père qui vous a transformé en lâche? Un pas tonitruant et Armand Laforge surgit entre eux, son visage un masque de rage couvant. Quel est ce spectacle indécent? Cet homme a déclaré sans équivoque ne pas vous connaître. Vos fonctions médicales sont terminées, n'est-ce pas? Alors partez, la sortie vous appelle. Des murmures, une vague de chuchotements curieux parcoururent la salle dorée. Mais Adèle, une force de la nature face aux mensonges, était au-delà de toute interdiction. Les mensonges torturaient son âme. Elle allait briser cette réalité fabriquée. Comment osez-vous me nier? Sa voix, bien que brisée, vibrait d'une indignation vertueuse. Je connais Aurélien, nos vies étaient entrelacées. Il a une marque distinctive, un grain de beauté, juste sous la clavicule. Sa main, tremblant d'une hâte désespérée, tendit le bras, essayant de tirer le tissu impeccable de sa chemise. Armand Laforge explosa, une rage volcanique jaillissant de ses entrailles. Éloignez cette folle, immédiatement. Cette profanation du jour sacré de ma fille ne sera pas tolérée. Sécurité, éjectez cette nuisance. Personne n'ose souiller mon domaine. Le chaos éclata. Lysandre, son visage un masque d'innocence stupéfaite, nia farouchement toute connaissance d'Adèle, ses dénégations sonnant creux à ses oreilles. Solange, un fantôme pâle, se recroquevilla près du rideau de velours, paralysé par l'horreur. Mais Gabin, endurci par la vie dans l'anarchie urbaine, agit avec une précision fulgurante. Il attrapa le bras d'Adèle, une prise d'acier. « Nos excuses, monsieur, une erreur grossière, un malentendu. Nous partons. Que vos célébrations se poursuivent sans encombre. » Il l'entraîna à travers la foule déferlante comme un bélier humain vers l'oubli béni de l'ambulance. L'odeur du luxe et de la tromperie les poursuivit alors qu'ils s'éloignaient en trombe. Gabin, son visage une tempête d'incrédulité, rompit enfin le silence. « Adèle, quelle possession démoniaque t'a prise là-bas? Attaquer le fiancé de la fille d'Armand Laforge, tu réalises l'ampleur de cette folie. La colère de ce titan pourrait ruiner nos carrières. » Adèle expira, un souffle saccadé et tremblant, la tension enfin relâchée. Des larmes, brûlantes et implacables,
coulèrent sur son visage, un flot de douleur longtemps réprimé. Il ment effrontément. Nous avons partagé une histoire, un amour qui brûlait comme un feu. Nous parlions d'éternité. Et maintenant il me fait passer pour une folle, il nie son nom, son identité. Et pourtant, ce grain de beauté n'était pas là. Quelle sombre magie! Tu dis la vérité, Gabin. J'ai trahi mon serment professionnel. Pardonne-moi. Je ne comprends rien. La longue et épuisante garde se fondit dans l'aube pâle. Adèle rentra chez elle à pas lourd, l'âme d'une lourdeur de plomb dans la poitrine. Le déclic familier de sa porte d'entrée et une silhouette lisse, noire comme une ombre, se matérialisa à ses pieds, un petit moteur d'affection ronronnant. Nyx, son fidèle compagnon félin, décrivait des huit autour de ses chevilles, son ronronnement profond étant un baume pour ses nerfs brisés. Adèle le prit dans ses bras, enfouissant son visage dans sa fourrure douce, des larmes coulant sur ses joues, un murmure s'échappant de ses lèvres. « Mon doux protecteur, mon unique phare dans ce monde dévasté, toi seul attends mon retour, toi seul te souviens. » D'une archive poussiéreuse, elle sortit une boîte à chaussures usées, photos décolorées. Aurélien, vivant et insoumis, son bras autour d'elle, le paysage baigné de soleil flou à l'arrière-plan, un fantôme d'un passé vibrant. L'étrange ressemblance avec Lysandre la frappa à nouveau, un écho glaçant. Aucune deux âmes ne pouvait se refléter si parfaitement, réfléchit-elle, sa voix épaisse d'étonnement et de peur. Cela défie toute logique. L'existence d'Adèle avait toujours été une tapisserie méticuleusement élaborée. Tissée de fils d'asepsie et de poursuites académiques, son enfance s'était déroulée dans la sainteté feutrée d'un foyer médical. Son père, un pilier de sagesse pragmatique, un médecin respecté. Sa mère, une dentiste méticuleuse. Leur unique progéniture, comblée de confort, mais à l'abri des courants débridés et sauvages de la vie. Leur maison, un salon constant pour les collègues, résonnait de conversations intellectuelles plutôt que de gaieté spontanée. Son chemin, prédestiné, menait sans détour aux salles sacrées de la médecine, à la lignée ininterrompue. Le chaos vibrant de la vie étudiante, le frisson rebelle des dortoirs partagés, restait un mythe lointain et tentant. Les déclarations de ses parents résonnaient dans son adolescence. Viser la connaissance, bâtissez une carrière, l'attachement suivra. Mais son jeune cœur aspirait à la passion tumultueuse du premier amour, un lien qui transcendait les ambitions stériles. Son reflet offrait une agréable symétrie, boucles châtains, yeux expressifs, courbes délicates des traits. Pourtant, une insécurité rongeante demeurait, une croyance inébranlable que sa silhouette plus douce la rendait invisible aux légions d'admirateurs qui affluaient vers la grâce des gazelles. Puis, comme une comète errante traçant sa trajectoire à travers son univers ordonné, Aurélien apparut. Sa mère, Léa, une sage-femme du cercle professionnel de ses parents, le présenta. Il était son antithèse, sauvage, indomptable, le chef insolent de la bande du quartier. Pendant qu'elle naviguait dans le labyrinthe des textes médicaux, il commandait les échauffourées urbaines. Et pourtant, une force invisible, une attraction primitive des contraires, les attirait l'un vers l'autre. Ses prétendus défauts, sa douceur, il les célébrait, l'appelant « ma douce confiserie ». Ils conclurent un pacte improbable, elle le guidant à travers les dédales académiques. Aurélien, dans un cruel retour de vengeance, chercha du réconfort dans les bras d'une autre, avant de disparaître avec sa mère dans une ville lointaine, Villefranche. Les années se transformèrent en décennies, mais Aurélien resta un membre fantôme, une douleur constante dans l'âme d'Adèle. Le premier amour, apprit-elle, ne s'évanouit jamais vraiment. Elle trouva sa vocation dans le chaos de la médecine d'urgence, un contraste saisissant avec son propre existence solitaire dans l'appartement que ses parents lui avaient fourni. Une tentative erronée de trouver un bonheur ordinaire la mena à Corbin, un dentiste promu par sa mère. Il promit la stabilité, un havre de paix après la tempête d'Aurélien. Mais son calme cachait un vide profond. Leur union, dépourvue de passion, une simple formalité, s'effondra sous le poids de sa pédanterie obsessive et d'une indifférence glaciale qui étouffait son esprit. C'était un être de routine, de chemises impeccables et de chaussures cirées, obsédé par les apparences, une marionnette des murmures incitateurs de sa mère concernant la descendance.
Un jour, sa cruelle pique sur sa stérilité, une souffrance constante et inexprimée, finit par briser sa maîtrise. « Des enfants, Corbin » rétorqua-t-elle, un rire amer s'échappant de sa gorge. « Tu supportes à peine ma présence, tes désirs sont le miroir de ton propre narcissisme superficiel. » Sa réponse, dénuée de sentiment, la transperça jusqu'à l'os. « Maman dit qu'une famille nécessite une descendance. Si tu es stérile, dis-le. Mon temps est trop précieux pour de telles occupations improductives. » Le rire d'Adèle devint hystérique, désespéré, un son brisé. « Alors ne perds plus ton temps précieux, Corbin, mettons fin à cette mascarade. » Leur séparation, une affaire tranquille, presque indifférente, la laissa avec un profond sentiment de libération. Le silence oppressant de sa propre maison fut un baume bienvenu. « Plus jamais, déclara-t-elle à sa mère, un ton d'acier résonnant dans sa voix. Plus de rendez-vous arrangés. Je ne suis pas faite pour un amour sans feu. » Puis, un faible, désespéré cri, provenant d'un colis jeté près de la poubelle. Un minuscule chaton émacié. Un murmure de vie au milieu de la misère. Adèle, surmontant une répulsion innée, sortit la créature de l'abîme. Nix, l'ombre siamoise, devint son salut inattendu. Elle le soigna heure après heure, lui instilla des gouttes dans les yeux et le débarrassa des puces, jusqu'à ce qu'il s'épanouisse en un compagnon magnifique et dévoué. Son doux ronronnement, un pouls rythmique d'affection immuable, la berça enfin dans un sommeil fragile et serein, un bref répit des échos tumultueux de son passé. Le lendemain, réveillée par un besoin brûlant et insatiable, Adèle décida. Cette ressemblance étrange ne lui laisserait aucun repos. Le visage de Lysandre, si indiscernable de celui d'Aurélien, pulsait dans sa mémoire, rouvrant des cicatrices qu'elle croyait depuis longtemps guéries. À travers la toile des potins de la ville et des liens professionnels, elle glana des bribes d'informations. Le fiancé s'appelait Lysandre Garnier, descendant de magnats modestes mais prospères de la confiserie, pas des oligarques. Il gérait leur petite production. Munie d'une liasse de photos décolorées, Adèle se déguisa en cliente potentielle et se dirigea vers son usine. Elle trouva son bureau sans difficulté. « Bonjour, monsieur Garnier, je suis Adèle. Nous nous sommes rencontrés au gala, celui où il y a eu un malentendu si désagréable. Je ne suis pas folle. Regardez. » Elle lui tendit les clichés en noir et blanc. Lysandre les prit, son regard glissa sur les visages, et l'étonnement puis le choc traversèrent son visage. « C'est impossible, » murmura-t-il, sa voix tendue. « Cet homme, c'est mon double. Une goutte d'eau. Mais qui est-ce? Où est-il maintenant? Racontez-moi. Au mariage, j'ai cru que vous aviez perdu la raison, mais maintenant je comprends votre stupéfaction. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Fortement? » Adèle expira, sa voix rauque de souvenir. « C'était mon premier et unique amour. Il s'appelait Aurélien. Sa mère, une sage-femme, connaissait mes parents, et nous nous sommes rencontrés chez moi. Il était passionné, généreux, mais incroyablement jaloux. Nous nous sommes séparés pour une futilité. Il est devenu jaloux de moi avec un ami d'école lors d'une soirée de remise des diplômes. Ensuite, lui et sa mère sont partis dans une autre ville, Villefranche, si je me souviens bien. Tant d'années ont passé, je me suis même mariée et j'ai divorcé, mais lui, il n'est jamais parti de mon cœur. Quand je vous ai vu, mon monde s'est écroulé. Une telle ressemblance n'est pas accidentelle. Il y a un mystère là-dedans. Je n'ai pas dormi de la nuit en essayant de le résoudre. Peut-être savez-vous quelque chose. Votre beau-père, Armand Laforge, est connu pour son sale caractère. » Lysandre réfléchit. « Vous avez probablement raison. Laissez-moi parler à mes parents. Peut-être savent-ils quelque chose. Vous dites que votre Aurélien a grandi uniquement avec sa mère, mais moi, j'ai à la fois un père et une mère, et ils n'ont jamais été liés au domaine médical. Laissez-moi votre numéro, je vous contacterai. Et oui, pour ce qui est de mon beau-père, vous avez absolument raison. J'espère que Capucine n'a pas hérité de son caractère. » Ils se séparèrent avec le sentiment d'une connexion étrange, mais chaleureuse. Adèle se précipita vers sa garde, craignant d'être en retard. Lysandre se rendit chez ses parents le jour même, pressentant une conversation difficile. Sa mère, Thérèse, s'affairait dans la cuisine. Son père, Paul, zappait les chaînes à la recherche d'informations. À la vue de leur fils,
Leurs visages s'illuminèrent de joie, et ils se précipitèrent pour l'embrasser. « Quelle merveilleuse raison, fiston, de venir voir les vieux en plein milieu de la semaine !» demanda joyeusement son père. « Quelque chose ne va pas ?» Lysandre ne tourna pas autour du pot. « Maman, tu te souviens, à mon mariage, il y avait une femme, un médecin, qui m'a pris pour quelqu'un, et il y a eu un scandale. Regarde cette photo. C'est cet homme. C'est ma copie exacte. Comment est-ce possible ?» Thérèse baissa les yeux, poussa un lourd soupir, marqua une pause, puis commença. « Fils, que te répondre ? Tant d'années ont passé, je pensais emporter ce secret dans ma tombe. Tu as un frère jumeau. Je vous ai mis au monde à 1 minute d'intervalle, tous deux des garçons, mais à peine remise de l'accouchement, un incendie a éclaté à la maternité. Une telle panique, nous avons été évacués, puis transférés dans un autre hôpital. Dans cette confusion, un des jumeaux a disparu. On ne m'a ramené que toi. Malgré toutes nos disputes avec ton père, la plainte à la police, les inspections et même le licenciement du médecin-chef, à quoi bon ? Le bébé n'a jamais été retrouvé. J'ai longtemps souffert. Je ne pouvais pas comprendre comment c'était possible. Où était ma propre chair et mon sang ? J'ai pensé qu'il était peut-être mort dans l'incendie et que les médecins avaient étouffé l'affaire. En bref, une sombre histoire. Avec le temps, tout s'est calmé, la vie a continué, et nous n'avons pas osé te parler de ton frère. Pourquoi remuer inutilement le couteau dans la plaie ? Et voilà comment les choses ont tourné. Lysandre fut sidéré par ce qu'il entendit. « Comment est-ce possible ?» s'indigna-t-il. « Pourquoi n'avez-vous pas continué les recherches ? Peut-être errait-il, avait-il faim, avait-il besoin d'aide ? Non, je ne vais pas laisser ça comme ça. J'irai jusqu'au bout et je découvrirai où est mon propre frère. Les possibilités sont vastes aujourd'hui. Internet, réseaux sociaux, détectives privés. Et si on arrivait à le trouver ? En sortant de chez ses parents, Lysandre appela immédiatement Adèle et convint de la rencontrer dans un café voisin. Une mer d'émotions déferlait en lui, et Adèle était la seule à pouvoir le comprendre en ce moment. Lysandre se surprit à penser qu'il aimait beaucoup cette femme aimable, souriante, avec des boucles. Sa rondeur ne la gâchait pas du tout, au contraire, ses formes généreuses ajoutaient du piquant. Il la comparait inconsciemment à sa femme Capucine, une blonde platine aux longues jambes. On dirait qu'elle avait tout extérieurement, mais elle était quelque peu artificielle, comme une poupée. Et comment avait-il pu aimer ça, il y a encore si peu de temps ? Là encore, il attendait Adèle et la vit de loin. Elle était un peu essoufflée, on voyait qu'elle s'était dépêchée, rougissait et lui fit signe de loin. Elle sourit si chaleureusement et sincèrement, l'homme l'admirait. Mais il se reprit aussitôt. « À quoi penses-tu, Lysandre ? Ta femme t'attend à la maison, c'est la lune de miel après tout, et toi, tu baves sur une autre femme. » Adèle demanda avec excitation. « Bonjour, Lysandre. Alors, avez-vous pu apprendre quelque chose ?» Lysandre lui raconta toutes les nouvelles, son frère, l'incendie, ses émotions. « Vous vous rendez compte, Adèle, comment ont-ils pu ? Mes parents, pourquoi ne m'ont-ils rien dit avant ? Pourtant, on aurait pu faire quelque chose, essayer de retrouver mon frère. J'aurais pu être en contact avec lui. Comment le retrouver ? Maintenant, je suis moi aussi très intéressée. Avez-vous des idées ?» Adèle partagea aussi ses nouvelles. « Vous savez, j'ai aussi demandé à ma mère et elle a interrogé ses collègues de l'hôpital et ils semblent avoir découvert où Aurélien est parti avec sa mère. C'est une ville voisine, Villefranche. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant. Avec mon travail, je n'ai pas vraiment le temps de jouer au détective, de garde 24 heures sur 24. Je ne sais pas quoi faire. » Et là, une idée illumina Lysandre. « Écoutez, vous avez raison, on peut engager un détective privé. J'ai les moyens pour ça. Rassemblez toutes les informations, les photos, et nous irons voir une agence. Dans tous les cas, des professionnels déterreront cette affaire plus rapidement. Nous avons maintenant le même objectif. Vous devez trouver des réponses sur l'homme que vous avez aimé, et moi, mon frère de sang. » C'est ainsi qu'ils firent. Lysandre engagea un excellent professionnel, détective Leroy, qui s'occupait des recherches de personnes disparues depuis plus de 20 ans et connaissait toutes les subtilités de son métier. 2 semaines plus tard, le détective les appela et leur fixa un rendez-vous à l'agence. Lysandre passa prendre Adèle chez elle et ils partirent. La femme remarqua que l'homme était très contrarié. Il était sombre et peu bavard, et elle demanda « Quelque chose ne va pas ?
Vous avez l'air très triste. Ça ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui profite de sa lune de miel. » Lysandre répondit doucement. « Oui, je me suis précipité, semble-t-il, Adèle, avec le mariage. Mes parents ont insisté quand ils ont appris que Capucine était la fille de Laforge. Ils ont décidé que cela serait bénéfique pour l'entreprise, une alliance avantageuse. Tant que nous nous fréquentions, tout était amusant et intéressant, soirées, clubs, vacances à l'étranger. Mais après le mariage, il s'est avéré que Capucine menait ce mode de vie tout le temps, et elle ne sait absolument rien faire à la maison et ne veut pas apprendre. Mais ce n'est même pas le principal. Je suis capable d'engager une cuisinière, ce n'est pas un problème, mais nous nous sommes déjà beaucoup disputés. Il s'avère que Capucine prend des précautions et ne veut pas avoir d'enfant. Pas du tout, vous comprenez ? Pour moi, c'est une folie, honnêtement. J'étais sûre que chaque femme rêvait d'une famille et d'enfants. J'espère qu'elle a dit ça sous le coup de la colère, sans réfléchir, sinon... » Adèle secoua la tête. « Effectivement, ce n'est pas joyeux. Eh bien, vous êtes juste en train de vous ajuster l'un à l'autre. C'est toujours difficile au début. Bien que, honnêtement, je sois une mauvaise conseillère, je n'ai pas réussi à sauver mon premier amour. Je n'ai pas pu vivre avec mon mari. Alors je vis seule avec mon chat, Nix. Les enfants non plus, la nature n'a pas voulu. Alors maintenant mon chat est mon réconfort. Lui, au moins, ne me fera pas de mal. » Enfin, ils arrivèrent. Le détective étala sur la table des photos et des documents et commença à exposer la situation. « Ce que je peux vous dire, messieurs, dames, c'est que cette affaire est compliquée et embrouillée, surtout en ce qui concerne votre naissance et celle de votre frère. C'est une affaire ancienne, obscure, et ils ont clairement essayé de l'étouffer et de l'oublier. J'ai eu du mal à trouver les fils. Un tel événement extraordinaire a bien eu lieu. Un nouveau-né a disparu sans laisser de traces de la maternité pendant un incendie. Mais j'ai réussi à découvrir que dans cette maternité, à l'époque, travaillait justement la mère d'Aurélien, cette même sage femme, Léa. J'ai aussi réussi à retrouver une de ses bonnes vieilles amies, une voisine de son ancien appartement, et c'est elle qui m'a raconté que Léa était sans enfant et que son mari l'avait quittée pour cette raison quand ils étaient jeunes. Et tout de suite après cet incendie, elle a pris un congé maladie, puis a brusquement démissionné, et surtout a vendu un bon appartement en centre-ville et a déménagé du jour au lendemain à la périphérie la plus lointaine dans un immeuble délabré. Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Quelques années plus tard, les femmes se sont rencontrées par hasard lors d'une vente dans un centre commercial. Eh bien, Léa tenait un petit garçon par la main et a fait semblant de ne pas reconnaître sa proche amie. Celle-ci en a été très offensée et surprise, car elles étaient amies depuis tant d'années sans se disputer. Pourquoi une telle réaction ? Pour ce qui est de l'enfant, c'était aussi très étrange. Comment elle l'avait eu ? Mais la femme a vite oublié cela. Pourquoi s'encombrer des problèmes des autres ? Mon opinion est que c'est Léa qui, profitant du tumulte de l'incendie, a volé le bébé. Il n'y a personne d'autre. Adèle était perplexe. Alors, pourquoi ne lui avez-vous pas demandé vous-même ? Ou ne l'avez-vous pas trouvé ? Il faut tout savoir avec certitude de première main. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions et des conjectures. Détective Leroy sourit ironiquement. Eh bien, je l'ai trouvé. Au cimetière. La femme est décédée il y a longtemps, il y a 5 ans. J'ai consulté son dossier médical, tout est banal, un AVC. Donc, ses véritables motivations, hélas, nous ne les connaîtrons pas. Adèle ne put se retenir. Mais alors, qu'en est-il d'Aurélien ? Où vit-il ? S'est-il marié ou non ? Son cœur battait la chamade, elle en suait. Le détective devint très sérieux et pensif. Ce que je vais vous annoncer sera une nouvelle très lourde pour vous. Il y a 1 an, Aurélien est décédé. Il était un motard passionné. Il est même devenu cascadeur. Il a épousé une fille simple. Elle partageait aussi ses intérêts, et selon des connaissances, ils aimaient rouler vite la nuit sur la route. Il s'est tué dans un accident de moto avec sa femme. Il a perdu le contrôle à grande vitesse et a percuté un poteau. Lui et sa femme sont enterrés au cimetière communal, mais il a laissé une fille, Aurore, elle a 3 ans. Elle est actuellement en orphelinat, car la famille n'avait pas de proches. La femme d'Aurélien était aussi orpheline. L'adresse de l'orphelinat, je vous l'ai écrite, si vous en avez besoin. Voilà une triste histoire. Adèle n'entendit plus rien et éclata en sanglots.
À peine une lueur d'espoir avait-elle brillé qu'elle reverrait, ne serait-ce qu'un instant, son coquin d'Aurélien. Et voilà cette amère nouvelle. Elle se sentait si mal et si sale. Lysandre restait silencieux, cloué sur place, ne sachant absolument pas comment réagir à tout cela. Il venait de trouver un frère, et aussitôt il le perdait, et il avait tellement pitié d'Adèle, mais il ne savait pas du tout quel mot choisir. La femme essuya ses larmes et dit doucement « Quand même, merci pour tout. Mieux vaut l'amère vérité que l'ignorance et les faux espoirs. Après-demain, j'ai mon jour de congé, j'irai absolument rendre visite à la fille d'Aurélien à l'orphelinat. Et maintenant, excusez-moi, je vais partir, je veux juste être seule. » Adèle rentra chez elle à pas lourd, sans voir où elle allait. Les larmes lui brouillaient les yeux, une seule pensée tournait dans sa tête. Et voilà, Aurélien n'est plus là. Comment est-ce possible? Pourtant, sans leur stupide fierté, tout aurait pu tourner différemment. Pourquoi suis-je si malheureuse? J'ai un travail, un appartement, mes parents sont vivants et en bonne santé, mais ma vie personnelle ne fonctionne pas. Si seulement j'avais un enfant, un petit bonheur, une consolation, mais il n'y en a pas et il n'y en aura plus. En tant d'années, je ne suis jamais tombée enceinte. Adèle travailla 24 heures, enfin, le jour de congé arriva. Elle acheta dans un magasin de jouets une jolie grande poupée, beaucoup de sucreries, et se rendit à l'orphelinat Les Bleuets. La femme expliqua longuement et confusément à la directrice qui elle était et pourquoi elle voulait voir la petite fille. Au début, celle-ci résista, ce n'était pas permis, et c'est tout. Elle dit qu'elle donnerait les cadeaux à la fille, que c'était toujours apprécié, mais que les visites inutiles n'étaient pas nécessaires. Elle ne ferait que contrarier la petite. Aurore était déjà mentalement déséquilibrée. Apparemment, les conséquences du stress lié à la mort de ses parents. Adèle ne put se retenir. Mais comment ne comprenez-vous pas? C'est la fille de l'homme que j'ai aimé, qui est décédée. Je veux rencontrer la petite, apprendre à la connaître et l'adopter. Je n'aurai jamais mes propres enfants, mais j'ai un appartement et un travail stable, alors pourquoi ne puis-je pas offrir le bonheur à cette pauvre petite fille? Vous êtes une femme, ne comprenez-vous pas à quel point il est important pour moi de me sentir mère? Sinon, à quoi bon vivre? J'ai longtemps pensé à l'adoption, et voilà cette situation. Après tout, cette petite fille ne m'est pas étrangère, c'est une parcelle de l'homme